Morning Business, le débat. Oui, parce qu'ils sont très forts. Bon, commenter un chiffre avant qu'il n'arrive. Non, mais après, bon, on n'a pas beaucoup de surprises. Il sera sans doute moins bon qu'au T3. C'est a priori le chemin qu'on a pris depuis maintenant plusieurs mois. Les prévisions, le FCE nous dit 7,9%. Ouais. À la fin de l'année, on est à 7,4%. On voit bien que on n'a que des éléments qui, mis bout à bout. Après, on pourra regarder ce qui donne des raisons d'espérer au gouvernement. Mais enfin, les raisons qui donnent un effet inverse sont quand même plus lourdes. Quand vous prenez les 4 années de quoi qu'il en coûte, on a eu des créations. On a eu en fait 2% de hausse d'activité et une dynamique de l'emploi, un nombre d'emplois qui a augmenté de 6%. On se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc ça veut dire qu'on a massivement mis l'économie sous perfusion et que maintenant on a entamé la dézombification. Donc on a vu les défaillances, le climat des affaires aussi qui a reculé, que ce soit l'indice S&P Global ou celui de l'INSEE. Enfin, prenez juste le secteur du BTP et toutes les activités qui découlent du BTP, vous vous rendez bien compte que les mois qui s'annoncent sont quand même pas des mois très... 300 000 suppressions d'emplois prévoit la fédération du BTP. Oui, en fonction de la source, on est sur 200 000 ou 300 000 à horizon 2 ans ou horizon 1 an. Après, on a un net recul du nombre d'offres d'emploi. Alors, ça reste dans le vert, mais vous prenez l'ensemble de l'année 2023, il y a eu 19 400 sorties à Pôle emploi. Il y en a eu 310 000 en 2022. Donc, si ce n'est pas un net ralentissement, avant probablement de basculer dans l'autre sens. On a vu que l'apprentissage aussi, qui était un moteur des années passées, est probablement arrivé à un plateau. On pense qu'on aura un petit peu de mal à atteindre le fameux million d'apprentis, que de toute façon, il ne sera pas vraiment dépassé. Bon, on a reculé le nombre d'emplois aidés, ça c'est quand même plutôt sain, mais ça a forcément un effet négatif au moment où la décision est prise. Pas tout de suite, mais avec la mise en route de la réforme des retraites, on va avoir mécaniquement un effet de hausse de la population active. Donc il va bien falloir l'absorber. Alors l'espoir du gouvernement, c'est qu'une réforme des retraites, ça augmente le taux d'emploi. Mais oui. Pendant, il y aura un taux d'emploi qui est très faible en France. Voilà, taux d'emploi qui est nettement plus faible que dans les pays qui nous ressemblent. Et puis on a aussi cette panne du logement. Et cette panne du logement, c'est aussi une panne de la mobilité géographique. Et une panne de la mobilité géographique, c'est forcément négatif pour l'emploi. Après, il y a un problème de fond qui est probablement assez central dans le côté chômage structurel à la française, c'est que plus vous voulez aller vers le plein emploi, plus vous vous retrouvez face à des demandeurs d'emploi qui ont des profils très éloignés de l'emploi, et ça c'est très 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 difficile à combler. C'est toujours l'histoire du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est toujours le plus compliqué. Oui, il y a de grandes chances qu'effectivement on soit arrivé dans une inversion probablement un peu durable de la fameuse courbe. Est-ce que ça veut dire, Jean-Marc Daniel, que le plein emploi, l'objectif d'Emmanuel Macron pour la fin de son deuxième quinquennat, est illusoire ? Écoutez, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, en général, on classe les couches de chômage, de chômage conjoncturel, donc le chômage cyclique et tout ça. Donc ça, de toute façon, le cycle lui-même corrige les choses et on le sait bien, on gagne les élections, quand on est dans la bonne période du cycle, on les perd quand on est dans la mauvaise période du cycle. Donc ça, c'est la règle que font qu'impriment les Anglais et les Américains. Puis il y a ce chômage structurel, parce que le véritable enjeu, ce sur lequel il faut agir, c'est le chômage structurel, le chômage de long terme. Et donc, quand on regarde effectivement sur longue période, ce chômage a explosé entre 1981 et 1995, ce qui avait conduit à la formule de François Mitterrand contre le chômage, on a tout essayé. Et donc à ça, l'OCDE avait répondu, donc par les célèbres stratégies de l'emploi de l'OCDE, qui est un peu mon portulan en la matière. Et quand on revient à ce qu'on avait fait d'ailleurs, un exercice qu'on avait fait avec Nicolas dans l'émission Les Experts, quand on regarde les 10 items de la stratégie pour l'emploi, où nous en sommes. Et on les avait notés sur l'échelle de Richter. On a fait des progrès en matière au chômage, en matière d'élimination. Mais on avait mis certaines notes positives. Oui, on a fait énormément de progrès. Et d'ailleurs, on a baissé le chômage. Exactement. On est passé à 7,1. On est passé à 7,1. On a retrouvé... Alors pourquoi est-ce qu'on inverse à nouveau et est-ce qu'on peut... Alors, je crois qu'est-ce qu'il faudrait faire il faut aller plus loin sur les propositions de l'OCDE, en particulier ce que rappelle dans ses derniers travaux l'OCDE, c'est qu'une des conditions qu'on n'a pas totalement remplies, c'est de mettre en conformité le niveau des salaires avec le niveau de compétences et de productivité, et notamment chez les jeunes. Ce qu'explique bien l'OCDE, c'est qu'une des faiblesses du système français, c'est que le niveau de formation des jeunes à la sortie du système scolaire n'est pas en conformité avec les attentes des entreprises. Et donc les entreprises sont obligées de former les jeunes et elles sont réticentes à embaucher les jeunes parce qu'elles ont du mal à les licencier une fois qu'elles les ont embauchés. D'où le succès de l'apprentissage. D'où le succès de l'apprentissage. Donc je crois que le véritable enjeu, en fait, le véritable enjeu maintenant, c'est tout ce discours sur la désmicardisation, c'est le fait que
que dans les gens qui sont mal formés, peu formés, dans les gens qui sortent du système scolaire et dont on ne connaît pas exactement les compétences, sur tous ces gens-là, le système conduit au travers du SMIC à une gestion par l'État du salaire et que ça ne permet pas effectivement de leur trouver un emploi conforme à ce qu'ils peuvent faire et à ce qu'ils peuvent devenir. Et donc je pense que si on veut véritablement maintenant inverser la courbe du chômage, alors qu'on pourrait considérer que c'est peut-être pas une nécessité absolue de s'attaquer à la désmicardisation dans la situation générale de l'économie française, je pense que là, le Premier ministre a bien compris quel était l'enjeu en termes d'emploi et d'avenir du chômage. Il a compris l'enjeu, mais il nous a toujours pas encore habillé le processus de désmicardisation. Bon, c'est en cours, on peut lui laisser un petit peu de temps. On va lui laisser du temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un niveau de SMIC qui fait que vous avez des gens qui arrivent sur le marché du travail et qui ne correspondent pas à 11 € de l'heure, en dépit de l'ensemble des allègements de cotisation pratiquement ramenés à zéro pour la partie patronale qu'on a installée au fil du temps. En tout cas, moi j'ai trouvé un chef d'entreprise qui recrute, et beaucoup, et qui lève 4,4 milliards d'euros de dettes. C'est ACC, hein, l'entreprise. Les batteries. Les batteries. Les Gigafactory. Le bonheur de Jean-Marc. Stellantis, Mercedes et Total Energy. Le bonheur de Très Jean-Marc. bien qu'il le fasse sans nos subventions surtout. Ah, il y en a un petit peu quand même. Yann Vincent, directeur général d'ACC, est mon invité. C'est des emplois de fonctionnaires alors. Non.